Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 149. Nous sommes toujours le 12 novembre 2025, je suis toujours Horacio González et je suis accompagné, comme dans l'épisode précédent, de gens merveilleux tels que Aurélien Hébert. Aurélien, mais tu es caché derrière les bouquins Apprendre le langage C. Oui, c'était le livre du site du zéro. C'est ce qui m'a permis de me lancer dans la programmation et ma découverte d'un langage de programmation avec le C. Donc tout plein d'histoires. Et Tanguy, mais tu es caché derrière un bouquin pour apprendre le langage C aussi. C'est ça. C'est la deuxième édition du bouquin de Kernighan et Ritchie. Et là, derrière une édition originale en anglais du même bouquin, qui peut bien se trouver, c'est José Pomar. Bonjour José. Exactement. Et ça, c'est l'édition en anglais de 78. Donc, je sais pas si c'est vraiment la toute première. Il n'y a pas écrit deuxième édition dessus. Donc, c'est peut-être une réimpression de la première édition, mais je pense que ça doit être la première édition. Et c'est même pas un gros livre. Hein. Tu vois, c'était un tout petit bouquin. Il y a 200 pages dedans. Et alors, c'est pas mon premier bouquin, parce qu'en fait, mon premier bouquin, c'était un livre de Niklaus Wirth sur le Pascal. Voilà. Mais pour moi, ce livre-là, ça a toujours été un modèle de pédagogie et d'explication sur ce que c'est que la programmation impérative, sur ce que c'est que la structuration du code. Alors à l'époque du C, hein, c'est les années c'est les années 70. Et sur la gestion de la mémoire au travers des pointeurs, des malloc, des free et de ce genre de choses. J'ai toujours Pour moi, ce bouquin, ça a toujours été un modèle, pas qu'au niveau de la programmation, aussi au niveau de la pédagogie. Ouais, absolument. C'était un des bouquins que j'ai le plus utilisé à l'université pour le côté programmation impérative, à côté d'un bouquin de Pascal aussi pour la programmation orientée objet. Ça fait longtemps. Bon, on va faire, même si on l'a fait l'épisode précédent, un petit tour de table. Aurélien, tu nous rappelles qui tu es? Bonjour à tous, je suis Aurélien Hébert, je suis en charge de l'équipe Database as a Service de Clever Cloud. Donc typiquement, c'est l'équipe qui permet que les bases de données PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, Redis et MongoDB fonctionnent correctement, que vous puissiez vous connecter et on apporte aussi tout ce qui va être nouvelles features, nouvelles versions aussi, puisqu'on a discuté longuement des versions précédemment dans l'épisode précédent. Mais en tout cas, c'est tout le tracking de toutes ces choses-là et de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser les bases de données de Clever sans problème. Nickel. Voilà pour moi. Je te rends la main, Horacio. Merci. Tanguy, et toi, tu peux te présenter brièvement? Donc Tanguy Mazet, je suis un des fidèles serviteurs d'Aurélien qui travaille aussi dans l'équipe des basses, orienté plus, si on peut parler de spécialisation dans Clever, plus orienté sur le support Redis. Et tu es notre fan de rétro gaming particulier, quoi. Je suis pas le seul. Je suis pas. J'avoue qu'il y a certaines personnes qui devraient. Je pense que si on fait un massy un jour sur du rétro gaming, il y a des personnes qui auront des collections que j'ai très envie de connaître. Alors attends, juste pour préciser les choses, le rétro gaming, ça commence en quelle année pour toi? Malheureusement, de plus en plus, on me le dit, la PlayStation 2 et potentiellement la PlayStation 3 sont rétro gaming maintenant. Oh punaise, non, ça je sais pas. Je refuse aussi intérieurement. Je suis pas dans le rétro gaming, je suis dans l'archéo gaming alors dans ce cas. L'archéo gaming pour moi, ouais aussi. Tu nous fais un petit panel de ta collection, Tanguy ou... Je crois que je suis rendu, si mon compte est correct, j'ai 25 consoles, dont une Famicom, donc la Nintendo NES japonaise. J'ai Wii U, quelque chose comme pratiquement toutes les Game Boy.
des éditions de PS2 un peu sympas, des éditions d'Xbox 360 un peu sympas, Nintendo deux 64. Nintendo 64 dont une qu'il faut que je... L'épisode précédent. Ah Et oui, t'as rien c'est qui vrai. date des années 80 alors là. Tout ça, ça commence dans les années 2000. Ah aussi. Euh, Oui, la des années Famicom, c'est 80. fin d'année 80, non? La Nintendo NES, Si, Sega Mega Drive, qui est peut-être vraiment fin 80, début 90. ouais, plutôt début 90. Mais c'est vrai que les années 80 me manquent un peu. Ah, Donc Atari VCS, Intellivision. C'est des consoles, ça se trouve, mais il faut un budget, quoi. On a quelqu'un de chez Clever qui avait ramené au bureau à un moment un Philips Videopack. Oui. Que je sais pas s'il a été réparé depuis parce qu'il est pas fonctionnel. Pareil, quelqu'un a ramené au bureau et qui est toujours au bureau d'ailleurs sa Super Nintendo qu'on a réussi à brancher et qui est juste disponible en accès au bureau. Ouais, c'est top. Bah, voilà, ça manque aussi quelques vieux ordinateurs, des Amstrad, des Spectrum, des... Ah, mais là, c'est les ordinateurs, c'est pas des consoles de jeu. Ah, Bon, à l'époque, on l'utilisait surtout pour des jeux, à part quelques petits essais de programmation en BASIC, au moins dans ce qui me concerne. Ça, c'est... Un jour, je ferai tout un TED Talk sur pourquoi les ordinateurs personnels devraient être accessibles au musée des arts et métiers, parce qu'ils ont une très grosse collection qui est juste derrière en vitrine, qui n'est jamais allumée, et j'ai envie de piler sur les boutons dessus. Et on essayera d'inviter ce jour-là François Tonic des magazines programmés, qui a une des plus grosses collections d'ordinosaures, comme il les appelle. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon, bah, et pour finir le tour de table, parce qu'on était distrait avec le rétro gaming, José, tu peux te présenter encore une fois, s'il te plaît? Écoute, donc je m'appelle José et j'ai même pas commencé l'informatique avec ce truc-là. Tu vois, ce bouquin qui paraît quand même assez vieux, ça n'a pas été mon premier livre. C'était, j'ai commencé avec le Pascal. Et donc j'ai vu arriver Java dans les années 95. C'était au moment où je commençais mon travail en tant que maître de conférence à l'université Paris 13. Et j'ai créé un DESS qui était centré sur les technologies Internet, etc. Et donc j'ai commencé à donner des cours Java en 98, 97, dans ces années-là, vraiment au tout début de Java. Avant Java 2 qui était en 98, donc ça devait être en 97, je pense, quelque chose comme ça. Wow. Et après plus de 25 ans, alors je sais plus exactement, mais ça doit faire pas loin de 30 ans, peut-être 28, 29, de bons et loyaux services à l'université, j'ai été recruté par Oracle, pour lequel je travaille toujours d'ailleurs, dans une équipe qui s'occupe de publier des choses, de la documentation écrite, podcast, vidéo sur YouTube principalement, sur la plateforme Java. Et puis je m'occupe aussi du Paris Jog. Alors, depuis le dernier épisode, j'ai pas regardé quand est-ce que j'avais commencé le Paris Jog. Mais on a toutes les archives sur le site, sur parisjog.org. Il y a toutes les archives de toutes les soirées depuis la création et avec des photos. Et je vous garantis que les photos du début, on découvre des gens qui ont l'air vachement jeunes dessus. C'est marrant. Voilà. Point de suspension. Et donc voilà. Et parmi les dernières choses que fait le Paris Jog, tiens, j'en profite pour faire un placement de produit scandaleusement, sans t'avoir prévenu, Horatio. Donc voilà, tu vas subir le truc. On organise une conférence qui s'appelle J-Château. Ça va être la 5e édition cette année, je crois. Ouais. La première édition, oui, je crois que c'est la 5e. 5e édition, ça a lieu la première semaine de mars et tous les détails sont sur jchateau.org. Et si vous savez pas ce que c'est qu'une conférence, venez pas parce que après vous allez choper le virus, vous voudrez plus aller dans aucun autre événement. Et si vous êtes quelqu'un qui contribue dans les Devox et dans ces choses-là, bah, ce serait dommage pour ces événements-là. Voilà. Et sinon, je viens d'aller sur le site de Paris Jog, de récupérer le premier épisode en février 2008 avec un Antonio qui, dans la photo, est bien
plus jeune, mais avec ses cheveux longs habituels. Waouh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais si tu cherches bien sur les photos, tu vas trouver des gens comme Alexis Moussine-Pouchkine, Julien Ça. Dubois, David Gageot, Et c'est très drôle parce que je vois et des puis gars. il y a... Pardon, Non, je t'en prie. je disais, je vois déjà une soirée Spring en 2008, et comme la dernière soirée Oui. Spring que vous avez fait semaine dernière et que nous on fait à Brest ce soir. C'est Exactement, et c'était déjà Spring, c'était déjà un sujet vraiment chaud, hein, parce que 2008, Spring c'est 2003, hein, donc Spring C'est il ça. avait 5 ans déjà, et c'était avant le Java EE 5, qui est le premier Java EE avec des annotations, etc. Donc Java EE, on était encore au descripteur XML, d'ailleurs Spring aussi, je crois, et c'était voilà quoi, c'était les sujets. Et là, à l'époque, le Paris Jog, il y avait pas tous les meet-up. Aujourd'hui, il y a plein de meet-up sur plein de sujets partout, dans beaucoup de grandes villes en France. À Paris, il y en a. Je suis sûr qu'il y a plusieurs meet-up par semaine. Hein. Quelqu'un qui veut aller de meet-up en meet-up, toutes ces soirées vont être occupées en permanence. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et un jog, c'était 200 et quelques personnes qui venaient dans les grandes salles de l'ISEP, hein, du côté de la rue de Rennes, là. À Paris, la salle était pleine et on refusait du monde. Il y avait 20-30 personnes sur une liste d'attente qui venaient à la soirée dans l'espoir qu'il y ait des places qui se libèrent et qui repartaient chez eux parce qu'on ne pouvait pas les accueillir parce que la salle était pleine. Donc ça avait un succès vraiment, vraiment très très important. Et ça dès 2008. Hein. Moi j'ai souvenir de soirées, tu vois les soirées OSJI, GWT. Ça je me rappelle très bien de ces soirées-là. L'amphi de l'ISEP dans lequel on était, il était bourré à craquer. Et il y avait 200 personnes. Wow. Et oui. Bon, souvenir. Tiens, passons de Exactement. souvenirs aux news parce que dans le dernier épisode, on avait commencé, mais on a dit on va décaler. Il fallait que tu nous racontes, que tu nous fasses un tour des nouveautés de Java 25 qui est sorti il y a un mois et demi maintenant. Oui, c'était en septembre la sortie de 25. Bah chaque version que les entreprises prennent, qu'on appelle les versions LTS, je vais pas réexpliquer. Hein, donc les gens qui n'ont pas écouté le précédent épisode, il faut qu'ils aillent écouter. C'est ça. pour avoir l'explication sur ce que c'est qu'une LTS, ce que c'est vraiment qu'une LTS. Donc les gens sautent de version 11, 17, 21, 25. Et donc en fait, ils prennent tout le paquet de nouveautés qu'il y a entre la 21 et la 25. Enfin, ils ont la possibilité de prendre tout le paquet de nouveautés qui est entre la 21 et la 25. Et en fait, le flux de nouveautés, donc quand on compare par rapport au flux de nouveautés avant ce système d'une version tous les 6 mois, il aurait plutôt augmenté pour une raison qui est assez simple, qui est double. Premièrement, il y a plus de gens qui travaillent sur l'OpenJDK aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. Donc il y a eu des recrutements, il y a des nouveaux contributeurs qui sont arrivés. Donc plus de gens, ça veut dire plus d'efforts d'ingénierie disponibles pour développer tout ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que comme tout a été automatisé en grande partie, la production d'une version enfin, je veux dire, quand je parle de la production, je parle vraiment de la compilation et du test de la version. Hein. C'est vraiment de ça que je parle. Ça a été tellement automatisé qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent de développer les nouvelles fonctionnalités, etc., ne s'occupent quasiment plus, voire plus du tout, de la construction de la version. La version 8, pendant 1 an, l'équipe qui travaille sur le JDK, à 100% de son temps, c'était la construction de la version 8, le test et la robustification, etc. Sur la version 25, pour ces mêmes personnes, c'est 0% de leur temps. Voilà. Donc non seulement il y a plus de gens, mais en plus les gens qui étaient déjà là avant, maintenant leur emploi du temps n'est plus pollué entre guillemets par autre chose que de développer des nouvelles fonctionnalités. Donc le flux de nouvelles fonctionnalités a augmenté.
Et voilà, donc je pense que c'est important de le signaler. Donc si vous faites du CI/CD, les ingés qui font du développement ou du bug fix n'ont plus besoin de s'occuper. Et ça finit par se voir dans la productivité. Donc il y a beaucoup de choses. Alors il y a plusieurs dans les nouveautés, il y a toujours plusieurs catégories. Il y a tout ce qui touche la JVM, le fonctionnement interne de la JVM. Et là, il y a deux grands sujets qui sont le garbage collector, donc la gestion de la mémoire, et le compilateur just-in-time. Le compilateur just-in-time, on parle rarement des nouveautés et des optimisations qui sont faites dedans. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu le cas. Le GC, on en parle un peu plus parce qu'il y a des nouveaux GC qui arrivent et il y a des optimisations qui sont faites sur les GC qui existent. Voilà. Donc tout ça, là, il y a tout un paquet de trucs qui font que magiquement, une application, quand on la passe de 21 en 25, elle va plus vite, elle consomme moins de mémoire, elle démarre plus vite, etc. Et puis il y a un effort aussi au niveau du démarrage des applications assez important qui est fait. Au niveau de ce qu'on appelle l'AOT, c'est-à-dire le head of time compilation, et le head of time, donc c'est tout ce qui se fait avant que les JVM ne se lancent, avant que l'application ne se lance. Donc le préchargement des classes, également, ça fait partie c'est les deux sujets qui permettent à une application de démarrer plus vite. Faut savoir et on a, disons, un bonus. Simplement en changeant vers la version 25, on va avoir des améliorations de performance, des améliorations d'utilisation de mémoire, sans toucher une seule ligne de code, comme on disait l'épisode précédent. Exactement. Depuis quelques versions, il y a un nouveau compilateur, il y a un nouveau garbage collector qui a été développé, qui est maintenant dans Hotspot, qui s'appelle ZGC et qui a le double intérêt de gérer des quantités de mémoire plus importantes que G1 et de façon beaucoup plus efficace. Donc voilà. Quand on regarde les statistiques de ZGC, c'est juste, on a l'impression que c'est de la science-fiction, quoi, littéralement. Mais voilà, c'est comme ça. Et ils ont ZGC, il y a des améliorations de ZGC en 24, donc dont on bénéficie en 25. J'ai envie de dire automatiquement si on utilise ce garbage collector. Mm-hmm. Donc ça c'est le premier paquet de nouveautés. Ça, j'ai envie de dire, quand on est développeur. Les gens regardent pas ça, quoi. Ils sont juste au courant que ça existe, ils regardent pas ça et ça les intéresse pas. C'est pas que ça les intéresse pas, c'est que ça va pas avoir d'impact sur la façon dont on écrit le code. Et puis après, il y a les nouveautés au niveau des API, donc des classes qu'on utilise, des nouvelles méthodes, des nouvelles classes, des nouveaux patterns de code qui sont rendus possibles. Et puis des évolutions au niveau du langage. Quand on regarde le langage entre 1 et 8, il y a eu l'arrivée des génériques en 5. Il y a 2 ou 3 petites choses qui arrivent. Il y a un obscur mot-clé qui s'appelle StrictFP qui a été rajouté, je crois que c'était en 4. Mais il y a en fait très très peu de modifications du langage qui ont été introduites. En 8, évidemment, il y a les lambda. Ça, c'est une énorme modification. C'est clair. Qui a eu plein d'impact partout. Et puis maintenant, on a des nouveaux éléments qui arrivent autour d'un sujet qui s'appelle le Data Oriented Programming, dans lequel on a les records. Les records, c'est une évolution du langage parce qu'on a ce mot-clé record qui est utilisable, mais ça, c'était déjà présent, c'est présent depuis longtemps. On a les types scellés, et là, on a un mot-clé qui est sealed, donc c'est aussi une modification du langage. Et puis, on a le pattern matching, et ça, le pattern matching, c'est quelque chose qui évolue depuis pas mal de versions maintenant. Et là, il y a encore des évolutions du pattern matching sur ce qu'on peut écrire. En ce moment, le pattern matching, le travail sur le pattern matching, il va dans la direction d'utiliser des patterns avec des types primitifs. En 25, c'est toujours de la preview. En 26, ce sera encore de la preview. On le sait déjà parce que la JEP a été rédigée il y a quelques jours et elle est sur le site de l'OpenJDK. Donc en 26, on sait que ce sera de la preview aussi. Entre la version 22 et la version 25, on a une modification principale du langage qui est la possibilité d'utiliser l'underscore pour désigner, par exemple, des paramètres de lambda qu'on ne veut pas utiliser.
Quelquefois, on écrit des lambdas, puis en fait, la lambda qu'on passe à une fonction, enfin une méthode, elle est fixée par la signature de la méthode, donc elle a le type qui est défini dans les paramètres de la méthode. C'est une fonction, mais en fait, le paramètre que prend cette fonction, on l'utilise pas dans le corps de la lambda. Avant, on était obligé de lui donner un nom, et puis ce nom, il était là, on l'utilisait pas, mais il était quand même là. Et c'était éventuellement un potentiel bug, parce que ce nom, on pouvait l'utiliser par mégarde, et puis, alors qu'on n'était pas censé le faire, écrire du code qui finalement en dépendait quand même. Il y a même des quiz sur certains cas assez amusants qu'on peut écrire là-dessus. Maintenant, quand on peut dire, en fait, quand on écrit une lambda, ce paramètre de la lambda, je vais pas l'utiliser. Et donc, si on essaie de l'utiliser dans le corps de la lambda, là, le compilateur va dire, bah non, tu m'as dit que tu voulais pas l'utiliser, tu es en train de l'utiliser, donc quelque part, il y a un problème. Donc, c'est quelque chose qui donne une intention dans le code qu'on écrit. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça, parce que ça permet de limiter les bugs qu'on peut écrire dans du code. Voilà. Et ça, c'est juste un underscore. Alors, on peut l'utiliser dans plusieurs endroits. On peut l'utiliser dans les paramètres de lambda. On peut l'utiliser dans le pattern matching également. À un endroit où on est obligé de créer une variable dans un pattern de déconstruction, par exemple. On a un point, il a des coordonnées x, y, et puis une couleur, et puis on s'intéresse juste à x, y, on s'intéresse pas à la couleur. Donc on peut mettre un underscore sur la couleur, et puis pour dire, la couleur ne doit pas être utilisée dans le corps de la méthode. Donc si je l'utilise par mégarde, s'il te plaît, gentil compilateur, dis-le moi, que je corrige mon code. Voilà. Et on peut l'utiliser dans les exceptions également. Quand on catch une exception, on peut dire try, catch, illegal state exception. Et puis là, on est obligé de mettre un nom de variable, et même, quand bien même on n'utilise pas cette variable dans le corps du catch, là c'est pareil, on peut aussi mettre un underscore à cet endroit-là. Et donc le corps du catch, s'il essaie d'utiliser cet underscore, le compilateur va dire non, tu m'as dit que tu n'allais pas l'utiliser, tu es en train de le faire, il doit y avoir un problème dans ton truc. Donc ça, c'est la modification du langage qu'on a entre 22 et 25, et on n'en a pas d'autres. Il y a des previews sur le pattern matching, mais il n'y a pas de modification, j'ai envie de dire, définitive, disponible en tant que fonctionnalité définitive. Et puis il y a tout un tas d'API. Alors là, dans les API, on a pas mal de choses. Il y a une grosse API qui est sortie en 22, qui est l'API FFM, qui est Foreign Function on Memory API. FFM, c'est je vais pas dire c'est une redéfinition, parce que c'est vraiment une nouvelle API à côté, mais ça permet de redéfinir la façon dont on peut appeler du code natif à partir du code Java. Donc ça, c'est la partie Foreign Function. Et la partie Memory API, c'est la partie qui permet de redéfinir la façon dont on peut accéder à la mémoire dite off-heap, c'est-à-dire la mémoire qui n'est pas gérée par le garbage collector. Et ça, c'est vraiment un gros morceau. Ça a été entièrement refait. Donc la solution précédente, c'était d'utiliser des byte buffers. Les byte buffers, ils avaient pas mal de problèmes, dont un des problèmes, c'est que ils étaient indexés sur 32 bits. Un byte buffer, c'est un espace mémoire indexé par 32 bits. Et c'était pas un problème quand c'est sorti en Java 4, parce que de toute façon, les OS, c'était des OS 32 bits, donc on pouvait pas avoir plus de 32 bits. Mais depuis, il y a quand même des OS 64 bits, quelques-unes, des machines 64 bits qui sont arrivées. Je peux pas dire qu'ils se sont imposés, mais ouais, un peu quand même. Et donc, avoir cette limitation, pour certaines applications, c'est problématique. Donc, avec cette memory API, maintenant, on peut avoir des zones mémoire qui sont indexées par 64 bits. Et donc là, je pense qu'on est tranquille pour quelques années avec ça. Et puis on a également tout un tas de patterns, de nouveaux patterns, notamment avec l'API Stream, pour accéder à cette mémoire. On peut créer on crée des memory segments. Sur ces memory segments, on peut déclarer des memory layouts. Et donc on peut lire cette mémoire morceau structuré par morceau structuré, accéder directement aux différents champs de ces éléments de mémoire qui sont un peu comme des structs en fait. Et au travers de Varandol, donc c'est super rapide, c'est super puissant, et en termes de performance, on peut faire ça avec des streams, éventuellement des streams parallèles, donc c'est très rapide. Et en termes de modèle de programmation, le fait d'utiliser l'API Stream, ça permet de
gérer des quantités de mémoire, mais qui peuvent aller jusqu'à des centaines de gigas, voire des téras de mémoire, avec un modèle de programmation qui est super simple et qui est vraiment très très lisible. Donc ça c'est vraiment super. Enfin, moi je trouve ça vraiment très très bien. Et puis on a également cette API qui s'appelle l'API Gatherer, qui est donc sur l'API Stream. Ça c'était publié en Java 24. Donc un gros morceau également qui permet en fait d'écrire ses propres méthodes intermédiaires. Dans l'API Stream, on a les collectors qui permettent d'écrire ses propres méthodes terminales, opérations terminales. Mais on n'avait rien pour écrire ses propres opérations intermédiaires. Donc avec les gatherers, on peut le faire. Et ça permet par exemple de faire un distinct. On retire les éléments dupliqués dans un stream. Mais le distinct, il marche forcément sur le equals et le hashcode des objets qu'on veut retirer. Si on veut utiliser ces objets-là, mais avec un autre equals ou un autre hashcode, avec une autre définition de l'égalité entre objets, l'API Stream ne permet pas de faire ça. Avec un gatherer, bon, je ne veux pas dire que c'est simple, mais c'est vraiment pas compliqué de le faire. Donc ça fait partie des choses que les gatherers apportent. Voilà. De quoi je peux parler encore en 25, il y a un deuxième morceau de Loom, du projet Loom. Donc le projet Loom, c'est le projet qui a amené les threads virtuels en 21. Qui arrivent en version finale, qui sont les scope values. Donc les scope values, c'est quelque chose qui remplace les threads locales, les variables thread locales. Les variables thread locales, c'est du Java 2. 98. On parlait de rétro gaming, là on est avant le rétro gaming. On est dans le rétro javaing. Il n'empêche que les variables thread locales, Spring les utilise massivement pour gérer les transactions, pour gérer la sécurité, l'authentification, vraiment plein de choses. Donc là, avec les scope values, on a un modèle de programmation qui est plus simple, je sais pas, parce que thread local, c'était pas très compliqué, mais bon, qui est simple, mais qui est beaucoup mieux fait, plus performant, plus sécurisé, plus robuste. Reconnu par la JVM en tant que tel, donc la JVM va pouvoir optimiser ça alors que les threads locaux, la JVM peut pas vraiment les optimiser. Et voilà. Donc c'est une nouveauté. Voilà. Et puis en dehors de ça, il y a encore un troisième paquet qu'on garde pas forcément toujours, qui sont des choses qu'on pouvait pas faire avant et qu'on peut faire maintenant. Par exemple, il y a un truc j'ai envie de dire tout le monde s'en fiche, mais j'espère que c'est pas le cas. Maintenant, on peut écrire de la Javadoc avec du Markdown, par exemple. Tu vois. Ah bah non, ça c'est carrément une avancée, au moins pour moi que la doc c'est un sujet important. Non, pouvoir le faire en Markdown, ça simplifie beaucoup de choses, quoi. Tu peux mettre donc maintenant voilà. Maintenant, tu peux, voilà, écoute, super, voilà. Prochain coup, tu pourras faire du Markdown dans ta Javadoc. Et ça marche vraiment bien, hein. Et le IntelliJ, par exemple, j'ai pas essayé avec Eclipse, mais IntelliJ, par exemple, supporte ça très bien et te fait un rendering de ton Markdown dans ta Javadoc qui est vraiment très propre et qui est vraiment, enfin, moi, que je trouve vraiment très bien. Tu peux aussi. Pardon, tu sais, tu peux faire des imports également. Quand tu importes tes trucs, alors les imports, tu les écris jamais, c'est ton IDE qui les importe en général. Mais ton IDE, il t'importe tes trucs classe par classe ou package par package. Maintenant, tu peux importer des modules. Tu vois, tu peux faire import module, puis tu mets ton nom de module, et pof, ça t'importe automatiquement tout ce qu'il y a dans le module. Bon, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la révolution, mais moi je trouve ça juste pratique. Voilà. Ça, c'est des améliorations d'expérience développeur. Tiens, par curiosité, tu as parlé Eclipse et tu as dit qu'il n'y a pas testé avec Eclipse. À ta connaissance, Eclipse reste très utilisé parce que moi, autour de moi, en tout cas, je l'ai vu complètement disparaître au profit d'IntelliJ ou de Visual Studio Code avec l'extension Java. Et ça faisait un moment que je n'entendais pas parler d'Eclipse comme IDE. Écoute, honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. Moi, tout ce que je vois, c'est l'expérience que j'ai quand je vais dans les conférences où je fais souvent des labs.
Parce que je trouve ça vachement intéressant de faire des labs et voilà. Et puis les labs que je fais ont du succès, donc je pense que les gens s'intéressent à ça. Ah oui. J'ai envie de dire 90% des salles que je vois sont sur IntelliJ. Et c'est même plus que ça. Tu vois, sur une salle, la dernière fois que j'ai fait, c'était à Devox Belgique, c'est des salles de 50 personnes. Le nombre de gens qui utilisaient Eclipse, c'était peut-être 1 ou 2 personnes. Et le nombre de gens qui utilisent Visual Studio, là, j'en ai pas vu. Cette année, Ouais, j'en ai pas vu. c'est moi qui utilise l'extension Java, mais je crois que je suis un peu tout seul, oui. Écoute, après, je me dis que je pense que ça doit venir du background des personnes, tu vois. Quelqu'un qui vient d'un univers peut-être Python ou C#, qui est déjà habitué à utiliser Visual Studio, va peut-être pouvoir transitionner vers Java de façon... Enfin, transitionner, c'est pas ce que je veux dire. Écrire du code Java plus simplement, parce que cette personne va se retrouver va pouvoir rester dans un outil de développement Oui. qu'elle connaît très bien, et pouvoir faire du Java facilement. Tu vois, moi, si je devais me mettre à C#, par exemple, je serais vraiment content d'avoir un plugin IntelliJ qui me permette de faire du C#. Bon, il se trouve que c'est pas le cas et que je sais même pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Mais je pense que mon réflexe, ce serait de rester dans l'environnement de travail dans lequel je suis déjà. C'est pour ça que j'utilise Visual Studio Code, parce que j'ai fait... Ouais. Voilà, j'ai fait des JavaScript, j'ai fait des PHP, j'ai fait des Java, donc j'ai envie de faire tout sur le même. Mais en tout cas, Oracle et Eclipse, je l'ai vu disparaître et s'effondrer au profit d'IntelliJ d'une façon qui m'a... Quand tu as dit, j'ai pas testé sur Eclipse, ça m'a rappelé que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des développeurs sur Eclipse, même dans des labs aussi, dans des conférences, au boulot, Oui. quoi que ce soit. Ouais. Et il y a 2 choses aussi dont peut-être pour conclure cette partie-là, parce que ça fait un moment que je parle déjà. Il y a 2 choses également qui sont à mon avis intéressantes au niveau du JDK. Tu sais que cet horrible public static void main string, ouvrez le crochet carré, fermez le crochet carré, args, fermez la parenthèse, ouvrez la croix, machin. Maintenant on peut juste écrire void main et sans rien dans les paramètres. Comment on faisait avec Et puis on peut mettre static. On peut mettre static void main, on peut mettre les paramètres ou on peut ne pas les mettre. Enfin, on peut mixer. On n'est plus obligé d'écrire une méthode main avec cette syntaxe complète. Wow. Alors, c'est encore une fois, je veux dire, c'est la révolution. Moi, j'ai jamais écrit main. Je tape main, contrôle espace et pouf. Même du temps où j'étais sur Eclipse, ma méthode main, elle était écrite par l'IDE. Moi, j'ai jamais rien eu à écrire. Je sais pas, moi je me souviens, mes premières lignes de Java, c'était sur un bon vieux Notepad en 97, quelque chose comme ça, et là il fallait tout écrire. En effet, je crois que depuis que j'ai trouvé un vrai IDE, c'est pareil, quoi. Mais quand tu as un IDE, enfin bon, voilà. Mais bon, maintenant tu peux faire ça. Et ça c'est ça a un impact aussi parce qu'il y a des gens, on a eu un talk au Paris Jug là-dessus, que moi j'avais trouvé vraiment très intéressant sur l'écriture de scripts en Java, qui était pas facile il y a quelques années et qui a été rendu plus facile aujourd'hui, avec un certain nombre de nouveautés qui permettent en fait d'écrire. Déjà avant, il y avait une limitation. On pouvait le faire, mais il y avait une limitation qui était que tout le code Java qu'on écrivait dans un script devait tenir dans un seul fichier. Et maintenant, un fichier peut appeler d'autres fichiers, etc. Donc c'est plus facile. Voilà, je mettrai le lien vers cette présentation là qu'on a eue, que j'ai trouvé vraiment super intéressante. Si les gens sont intéressés à ça, mais il y a vraiment une vraie solution pour faire du scripting en Java. Et ça, moi je trouve que c'est intéressant. De mon côté, j'utilise depuis un certain temps Jbang, que c'est un outil exceptionnel pour ça et pour faciliter l'apprentissage de Java, justement parce qu'il y avait des choses comme le public static void main qui n'étaient pas nécessaires. Et maintenant, ce type de choses arrive sur la JVM, donc ça simplifie la vie. Moi, ce type de choses, je pense que le principal intérêt, c'est que ça rend Java, pour les personnes qui démarrent avec un background dans d'autres langages, un peu plus simple en général à apprendre et à démarrer.
Et là, c'est tout ce qui est dans ce sens-là, c'est une bonne chose pour moi. Ouais. Alors, la personne qui a fait cette présentation parle de JBang effectivement en tant que solution pour ce genre de choses, mais explique aussi que JBang est pas toujours utilisable parce qu'il vient avec tout un tas de dépendances. Oui. Et quand tu veux déployer ton script sur une machine vraiment très très limitée et aussi limitée par le fait que tu peux pas mettre les dépendances que tu veux dessus parce que tu as des gens qui font attention à la sécurité et que plus tu installes de dépendances tierces et plus tu peux potentiellement avoir des problèmes de sécurité. JBang du coup est interdit sur certaines machines comme ça, alors que les méthodes de scripting qui sont montrées, c'est purement du comment ça s'appelle, c'est du JDK pur quoi. Il y a pas de il y a pas de truc. Il y a des que tu nous mets là en effet. Bon merci beaucoup. Et attends, j'ai encore un truc, le dernier élément. Allez, raconte. Ça intéresse les gens qui aiment bien les nuls pointeurs exceptions. Il y a un endroit où tu peux pas lutter contre les nuls pointeurs exceptions, ou même Kotlin, qui pourtant est assez avancé dans le domaine, échoue, ou des trucs comme JSpecify échoue. C'est la phase de construction des objets. En fait, depuis le début de Java, il y a un truc qui fait que quand tu as une classe string qui étend la classe object, par exemple, quand tu construis une string, le premier objet qui est construit, c'est l'objet. Le compilateur, si tu le fais pas explicitement, insère un super dans l'exécution de ton constructeur, si tu l'as pas fait, qui appelle le constructeur de la superclasse. Et si c'est le constructeur de sa superclasse appelle des méthodes qui sont redéfinies dans ta sous-classe, dans la classe qui étend, tu peux observer en fait la transition des champs de la sous-classe, même s'ils sont finaux, de nul à leur valeur finale. Et si tu les appelles avec des méthodes dessus, tu peux avoir des nuls pointeurs exception. Et ça c'est incontournable quoi. C'est un vrai problème. Et ça, ce problème-là, il est réglé en 25 parce que maintenant on peut mettre du code avant cet appel à super. Alors les gens parlent de validation, donc tu vois, plutôt que de commencer à tout construire, tes objets compliqués, etc., alors que t'as reçu des paramètres dans ton constructeur qui sont pas valides, tu peux mettre tes règles de validation avant de faire tout ce travail, et donc refuser de construire l'objet si tes paramètres ne passent pas ces règles de validation. Mais, et à mon avis, c'est le point le plus important, tu peux aussi initialiser tes champs finaux avant l'appel à super, et donc ce mécanisme-là qui pouvait générer des nuls pointeurs exception, il est réglé. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc très 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 intéressant. Et c'est aussi un truc qui est nécessaire pour Valhalla. Donc ça fait partie des choses que Valhalla pourra finir par. Quand Valhalla sera là, Valhalla pourra construire des objets en utilisant ça. Ça fait partie de ce dont Valhalla a besoin pour arriver. Parce que Valhalla va finir par arriver. Oui, mais bon, c'est un peu marronnier, mais c'est un peu légèrement méchant, mais non, j'espère vraiment que ça va finir par arriver depuis le temps qu'on entend parler. Merci beaucoup pour ce tour très complet des nouveautés de Java 25. Et on va continuer avec d'autres news. Aurélien, tu m'avais parlé d'une news autour de migration de DuckDB vers DataFusion que tu voulais nous raconter? Oui, tout à fait. C'est du coup sur le blog post de Beauplan, qui ont du coup une plateforme de data où en fait ils vont lancer des mini moteurs SQL sur un gros data lake de données. Et donc ils avaient un moteur très personnalisé. Et historiquement, ils ont choisi en fait une architecture où ils avaient déployé Apache Iceberg pour le stockage des données, et ils ont voulu découpler la partie analyse de la partie data. Et ils avaient installé DuckDB comme moteur de SQL éphémère devant du coup leur Apache Iceberg. L'idée derrière, c'était d'avoir DuckDB, c'est un vrai produit, c'est une solution qui fonctionne bien, et donc au début ils ont vraiment voulu gagner du temps, c'était rapide à déployer, c'était performant, et le produit est vraiment vraiment abouti. Sauf qu'en fait à l'usage ils se sont rendus compte qu'ils avaient des besoins un peu plus poussés d'optimisation et de modification,
et du coup d'aller contribuer et de faire des modifications sur DuckDB, c'est pas forcément une chose des plus aisées, et surtout c'est qu'il faut venir apporter des nouvelles fonctionnalités dans un produit fini. Donc il faut vraiment finir toutes les fonctionnalités qu'ils apportent, toutes les contributions qu'ils apportent. Et donc c'est plus un produit open source qu'un projet open source. Donc c'est ce qu'ils essaient d'expliquer dans leur blog post. Notamment ils avaient des forks, je sais plus s'ils avaient un fork de DuckDB en tout cas, et ils se sont penchés en tout cas sur Apache Arrow et sur un moteur SQL Rust qui s'appelle DataFusion comme solution, et qu'ils ont plus vu comme en fait une sorte de bibliothèque disponible, et qu'ils ont réutilisé, plus accessible en fait, et plus facile pour venir faire des changements, des contributions, etc. Et qui s'analyse avec tout un écosystème d'analyse de données présent en fait dans le langage Rust, etc., qui est en train de se développer, et donc ils ont pu contribuer notamment dedans. Ils ont eu des bugs et qu'ils ont corrigé, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur migration, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même amélioré leur performance. Donc ils ont doublé en fait leur performance. Ils sont 2 fois plus efficaces depuis qu'ils sont passés sur DataFusion, au niveau notamment de la latence, etc. Ils ont une réduction des requêtes, etc. Et ils ont un chemin qui est plus unifié, où ils séparent moins les I/O de la logique métier, etc. Et surtout, ils s'alignent avec du Rust un peu partout sur leur infrastructure. Et ça leur permet à leurs développeurs de contribuer en fait directement sur leur moteur d'analyse, etc. Donc c'était vraiment l'idée de pourquoi est-ce qu'ils sont sortis de DuckDB pour passer sur DataFusion. Donc ça pose des questions, parce que est-ce que c'est un peu de la hype sur autour de Rust, un peu de est-ce qu'il y a vraiment tout un modèle de traitement de données qui nous avec Clever on aime bien Rust, on utilise beaucoup de plus en plus, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles plateformes autour de tout ce qui va être traitement de données qui s'orientent vers des technos autour de Rust? Voilà, ça ouvre un peu cette voie-là, et ça montre qu'il y a déjà des changements qui arrivent dans l'écosystème. Je crois que toi, tu voulais parler un peu plus d'Apache Iceberg, non, Horacio? Vaya, tu évoquais Apache Iceberg. Il y avait une autre news que j'ai trouvée cette semaine qui parlait justement de PGLake, une extension pour PostgreSQL pour traiter directement Apache Iceberg. Et je me suis dit, tiens, on l'a mentionné plusieurs fois Apache Iceberg dans les Massi, mais on n'a jamais pris le temps de faire l'explication, l'elevator pitch de qu'est-ce que c'est Apache Iceberg et pourquoi c'est intéressant. Donc, quitte à voir des gars de la team base de données, je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases qu'est-ce que c'est Apache Iceberg et à quoi ça sert? Tanguy, tu veux commencer ou... Oh, je te laisse, je suis en train de lire le truc. Alors, c'est pas quelque chose que je connais et que je maîtrise très bien, donc si jamais il y a des imprécisions, veuillez me pardonner. Mais Apache Iceberg, c'est une sorte de proxy, une surcouche en fait qu'on va mettre au-dessus d'un stockage, par exemple S3 ou un stockage objet, ça peut être d'autres stockages qu'S3. Alors après, je sais pas trop comment ça se configure dessus, mais qui va nous permettre d'avoir un traitement un peu plus efficace du coup des données, et ça va être une sorte de moteur de calcul en fait. On peut réutiliser dans du Spark, dans du Trino, dans du DataFusion. Donc voilà, c'est un layer en fait qu'on vient vraiment mettre au-dessus de son stockage objet. Un peu comme à l'époque on utilisait du Hive ou des choses comme ça. Et donc voilà pour à peu près ce que c'est sur ce que c'est Apache Iceberg. Après sur la partie extension, Horacio, j'aime bien que ça m'intrigue. Sur la partie extension PG, qu'est-ce qu'elle fait, cette extension-là? Basiquement, c'est un projet de Snowflake qui permet justement d'interagir
d'interagir avec un data lake, avec des fichiers, comme tu as dit, et depuis depuis PostgreSQL. Donc, tu vas pouvoir faire des requêtes SQL et derrière, il va les faire sur Iceberg et sur le stockage qu'il y a derrière, en utilisant ton bon vieux moteur PostgreSQL, ton syntaxe PostgreSQL, ton PostgreSQL tel qu'il est habitué. Et donc, le projet, je l'ai vu passer il y a longtemps, il commence à avoir quelques étoiles sur GitHub et je n'ai pas eu encore de retour de ça marche bien ou pas, mais je trouve que c'est intéressant de dire, tiens, je vais pouvoir depuis mon PostgreSQL aller consulter un data lake, aller combiner ça éventuellement avec d'autres tables qui sont dans mon PostgreSQL, etc. Donc c'est ça, en fait, ça vient créer des tables iceberg dans le PostgreSQL et donc on peut requêter, j'imagine, des données qui sont stockées dans un stockage objet distant, quoi. C'est ça. Après, il faut voir un peu la compute que ça a au niveau de la base de données. Qu'est-ce qu'on distance, enfin, c'est pour ça que je ne parlais pas plus parce que j'ai pas eu le temps de tester. C'était la découverte que j'ai vu passer dans mes liens et c'est dans les trucs qu'il faut que je check. Mais sur le papier, ça peut être intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Tanguy, il y a d'autres choses que tu voulais nous parler? Parce que sinon, je vais parler front. Je sais que je suis le seul qui s'intéresse à ce type de sujet ici autour de la table aujourd'hui. J'avoue que j'ai très envie que tu en parles parce que j'ai ouvert la page, j'ai examiné un peu le truc, je vois plein de choses, ça a l'air super cool et je comprends pas tout. J'ai envie que tu m'expliques. Bon, alors je vais vous parler des projets Wallace. Oui, il n'y a pas de gros mythe, c'est que Wallace. En gros, basiquement, c'est une série d'outils en ligne pour analyser les CSS. Analyser les CSS d'un site quelconque, dont tu vas sur Projet Wallace, tu mets un site quelconque et il va te faire une analyse complète de CSS par rapport à comment c'est structuré, par rapport aussi à la qualité des codes, aux performances, au respect des standards. Donc, j'arrive, je mets n'importe quoi, par exemple, allez, mon blog, je clique sur analyser, il va me dire déjà la taille, le nombre de fichiers, les styles, les sélecteurs différents, et il va te faire analyse des règles, de la taille des règles, de tous les paramètres qui permettent de dire, tiens, le style de ces pages-là, il est trop chargé, il est trop compliqué, il y a des règles redondantes. Il va te donner une analyse aussi de la qualité des codes avec des choses, par exemple, tiens, tu as plusieurs fois déclaré dans une seule règle plein de propriétés et il devrait avoir pas plus de 15 propriétés par règle. Tiens, tu devrais avoir la complexité des sélecteurs relativement bas et là, tu as une complexité, tu mets des sélecteurs qui ont 5, 7, 8 éléments. Donc, en gros, ils vont analyser tous tes CSS, te donner des recommandations pour qu'ils soient plus performants, plus clairs, plus maintenables. Et ça, sur un site, soit à partir de tes fichiers sources, soit à partir d'un site qui est déployé. Ce qui permet aussi d'analyser des sites que c'est pas à toi, mais que tu as envie de voir comment les CSS sont construits. Après, il y a une partie autour des design tokens qui est très sympathique et il y a un CSS scraper que là, ce qu'il va faire, c'est simplement, il va te récupérer sur un site quelconque, un fichier .css avec le résumé de toutes les règles de ce site-là. Donc, quand tu es en train d'apprendre CSS ou quand tu es un développeur back qui doit faire des front, tiens, j'aime bien le style de ce site-là. Tu peux récupérer les règles CSS de ce site pour pouvoir
t'es inspiré pour créer les thèmes pour ton site ou voir comment c'est construit. Basiquement, je trouve que c'est un outil super sympa si tu veux améliorer tes connaissances de CSS, analyser les CSS de ton site si tu n'es pas un expert, ou simplement mieux comprendre comment un site a réussi à avoir les look and feel qu'il a. Donc, petit projet très sympathique. J'ai passé le site de Clever dedans, qui est maintenant accessible depuis clever.cloud depuis récemment. Et je commence à voir un peu toutes les règles et tout. Je pense que je vais passer Aurélien, je te préviens, je vais peut-être pas être productif cet après-midi parce que je vais sûrement jouer un peu avec ça. Et bien entendu, c'est d'open source. Tout est disponible sur GitHub. Et il y a une CLI, parce que je sais que c'est l'argument ultime. Si en plus il n'est pas nécessaire de démarrer un navigateur pour ça, tu peux faire ça depuis une CLI, bah là, je pense que ton après-midi est grillé, Tanguy. Il a dit qu'il n'y avait qu'un après-midi. Oui, voilà, tes après-midi sont grillés, je voulais dire, pardon. Tanguy, je te rappelle qu'il y a un Finis Dev ce soir. J'ai dit après-midi, j'ai pas dit soirée. Mais basiquement, c'est très sympathique. Et si comme beaucoup de développeurs, les CSS, je ne comprends pas tout, bah, ça aide aussi à mieux les comprendre. Ça va être rigolo. C'est des phrases que nous n'avons bien sûr jamais prononcées de notre vie. Jamais, jamais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres liens dans les stocks qu'on a oubliés, Aurélien? Je peux mettre un lien, parce que hier soir, j'ai testé un projet, alors, toujours orienté rétro gaming, mais cette fois orienté émulation. Oh! Un projet qui s'appelle ROM, R-O-2-M. R-O-2-M, ok. Donc rom.app, qui est un projet qui se veut être un point de centralisation de toutes les images jouables que vous avez récupérées légalement en ripant vos propres copies de jeux vidéo, bien entendu, et qui permet entre autres de faire de l'émulation dans le navigateur. Ah ouais. Donc j'ai testé hier soir, j'ai joué à Crash Bandicoot 1, qui est un jeu PlayStation, dans Firefox. Dans le navigateur, un émulateur PlayStation. C'est ça. Ça utilise très vieux d'un coup. Voilà. Enfin, bon. Ça utilise le projet Emulator.js en sous-jacent, qui est buildé sur une librairie RetroArch, qui en gros permet de compiler des corps différents et d'avoir un support multisystème en un seul projet. Attends, et on voit par exemple dans le tous les simulateurs RetroArch, tu vas pouvoir les exécuter depuis un navigateur grâce à cet émulateur JS. C'est ça. Encore plus vieux maintenant. Ok. Si je regarde par exemple sur le site officiel d'Emulator.js, on voit Atari 2600, Atari 7800, 3DO, Game Boy Advance, Sega Game Gear. Et j'avoue que j'ai une collection. J'ai déjà fait une collection de sauvegarde de mes jeux, et je suis très intéressé déjà d'avoir ce système-là qui permet juste de faire de l'émulation un peu partout depuis mon propre serveur, et surtout de faciliter aussi le fait de permettre à d'autres de découvrir des jeux comme ça, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, montrer des vieux jeux, des vieilles consoles, ça au public, et faire des présentations. On a eu un cas par exemple où on avait ramené une télé Philips avec les chaînes qui se changent sur le moniteur. Il y a pas de prise antenne télé, c'est juste deux vis derrière. Et on avait mis ça avec justement une Atari 2600 et le Pac-Man de l'époque. Et c'est voir des gamins arriver où tu dis oui, il y a une PlayStation 2, c'était la console de mes parents, ça machin, et il y a ça, et tu dis mais c'est quoi ça? C'est les consoles des grands-parents. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et avoir ça, je pense, ça peut m'aider déjà à moi rendre ma vie un peu plus rangée,
là-dessus. Et surtout, faciliter ce partage-là. Ouais. Et quand tu me disais que ton jeu PlayStation tournait sur les navigateurs, il tournait avec des performances Il tournait des performances nativement, j'y jouais à la manette, il était pas. Alors, un truc dans les émulateurs aussi dernièrement, on a des grosses évolutions sur le fait que les jeux sont upscalés, entre autres, et maintenant qu'on a des performances qui permettent d'aller plus loin dans la qualité des jeux, on a par exemple des jeux PS1 avec des textures HD, ce genre de choses machin. Je pense pas que là on en soit là. C'est juste du jeu où on lance le jeu et le jeu existe et le jeu peut être joué. Mais c'est encourageant. Et demande de rétro gaming. Moi, si le rétro gaming me fait des upscale, c'est déjà une autre histoire. Quand je pense par exemple à ma mère qui adore les professeurs Layton, je me dis que déjà, au lieu de se battre pour les cartouches entre elle et moi, on nous dit ok, quelqu'un a la cartouche et quelqu'un peut jouer à l'ISO et tout le monde est content. Nickel. Bon, merci pour ces pépites rétro gaming. Aurélien, il te restait des liens à toi? Oui, il restait un dernier sujet sur le Field Storage for Cable, l'infrastructure pour lire des agents. C'est un blog de Tiger Data, l'entreprise qui est derrière Timescale DB, donc l'extension qui permet de faire de la time series sur PostgreSQL. En toute honnêteté, je vous recommande vraiment leur blog post. C'est des mines d'or. On trouve énormément d'informations sur même l'optimisation de PostgreSQL, etc. Ils font énormément de retours. Donc j'en profite pour si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à creuser dans leurs articles de blog. On a fait plein de choses basées sur divers de leurs blog posts, donc beaucoup de choses à apprendre. Le contexte de ce blog post, c'est les bases de données. Plus elles sont grosses et plus si on veut faire des tests ou tester des nouvelles choses, etc. Les dupliquer, c'est un fort coût, même pour de la production, si on veut faire des migrations de bases, etc. Ça coûte cher en temps de pouvoir dupliquer un peu des bases de données. Et du coup, c'est un article de blog post sur une explication de comment le faire. Alors sachant que c'est pas possible pour tout le monde puisque c'est sur une architecture où en fait ils ont déjà un stockage objet à distance pour stocker les données. Donc ça veut dire qu'en fait derrière, sur leur architecture, ils vont avoir un driver local qui va exposer un disque local par exemple en NVMe, mais qui derrière en fait va pointer vers un stockage objet distant distribué. Et ce qui est intéressant dans leur architecture, c'est ce côté où en fait le stockage qu'on va monter, ce qu'ils ont réécrit, le driver local, ça va vraiment être sur les blocs en dessous de la donnée. Et du coup, ce qui veut dire que on va avoir un premier snapshot qu'il va falloir faire forcément du disque, et on va avoir derrière que des opérations sur les métadonnées. On va pas avoir de copie physique des données, et ce qui veut dire qu'on va être capable de, par exemple, refaire un deuxième snapshot du disque sur un autre serveur, par exemple. Et là, on va dupliquer donc toutes les métadonnées et ça va lier vers les différents blocs qui existent déjà. Donc en quelques secondes, on va avoir dupliqué le disque de façon virtuelle, et les parents et le fork vont lire les mêmes blocs physiques derrière, et ils vont lire les mêmes choses. Par contre, à chaque modification, par exemple que ce soit sur le disque initial ou sur le disque sur le deuxième disque, on va uniquement modifier les blocs de données. Et du coup, on va recopier le bloc à chaque fois qu'on va les modifier. Donc on va modifier que bloc par bloc, et donc du coup on aura deux versions, une pour le disque A et une pour le disque B. Et chacun des forks va maintenir sa propre vue de la donnée. Et dès qu'on va supprimer un fork, on va supprimer forcément aussi que les modifications, et on récupérera les données initiales, le parent va garder ses données initiales.
Ok. L'avantage, c'est que ça permet de dupliquer des bases de données de façon un peu plus rapide. Notamment demain où on va avoir de plus en plus d'IA qui vont devoir faire des tests, etc. Ça va être facile du coup de dupliquer une base et de dire fais un test sur ce truc-là et au final ça touche pas à ma base de données de production. Voilà. Je l'ai démarré en quelques secondes et je peux répéter sur toute l'opération. Par exemple, et surtout, j'ai pas d'impact d'un point de vue physique ni de ressources. Je vais pas consommer les ressources de ma production. Je vais vraiment venir faire je vais faire un clone des métadatas, mais d'un point de vue vraiment du stockage distant. Et du coup, je peux rouvrir un deuxième serveur avec un autre disque. C'est comme si je l'avais remonté localement en fait. Et moi, je travaille sur 2 disques locaux distants quoi. Enfin, je travaille sur 2 disques local, mais derrière, en fait, c'est un même stockage distant. C'est un concept qui existe. C'est pas un concept nouveau et révolutionnaire, hein, puisque ça existe déjà dans les systèmes Linux depuis des années. C'est pour ceux qui connaissaient aussi les file systems. Il y avait ZFS notamment, qui se basait un peu sur cette façon de fonctionner là pour cette gestion des fichiers. Mais là, ouais, c'est intéressant de voir que au final, de l'avoir appliqué aux bases de données et qu'il faut juste changer un driver côté serveur pour faire du coup, on est presque dans de l'émulation aussi faire semblant d'avoir un vrai NVMe local qu'on a monté. Et en tout cas, ça ouvre des perspectives. Alors, il y aura des tests à faire, il y aura de l'implémentation à creuser, mais en tout cas, c'est un vrai blog post qui nous montre un peu de comment est-ce que eux le font et ils vont le faire aussi. Je m'imagine qu'ils l'ont peut-être même déjà en production, etc. Avec des alternatives, peut-être plus efficaces pour les divers outils qu'on va avoir de plus en plus et d'aller encore plus vite sur les divers développements, comme on le voyait avec les évolutions de Java, toute cette partie automatisation de pouvoir tester et d'aller plus vite sur le développement va améliorer encore plus les diverses fonctionnalités des gens qui utilisent des bases de données. Donc en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de le présenter ici dans le Massy. Et encore une fois, je recommande vraiment les blog posts que fait TimescaleDB et Tiger Data. Vous avez vraiment trouvé plein de choses intéressantes. Nickel, merci beaucoup pour cette explication. Wow, c'était un bel épisode de Java, de bases de données, de rétro gaming et même un petit peu de CSS. On était vraiment éclectique. Je pense que tout le monde a trouvé. Et on n'a pas parlé d'IA directement. Et on n'a pas parlé d'IA directement. Waouh, bravo. Il nous reste donc un truc à faire. C'est recommander une musique. Et vu que l'épisode précédent, c'était Je sais qui c'est attelé maintenant, Tanguy, tu nous recommandes une musique pour laisser dans les oreilles de nos auditeurs? Eh ben, ça tombe bien, puisque dans l'actualité, le Hellfest a annoncé son line-up récemment. Et donc, je vous conseille grandement Black Hole de We Came as Romans. Ok, tu nous les copies dans les documents et on va mettre un petit lien. Ça change un peu de Pink Floyd. C'est pas la même vibe exactement, c'est vrai. Soyez prêts à attacher votre ceinture et on y va, mais... Bon, dans ce cas-là, avec un changement de style musical, on va dire au revoir. Merci José, merci Tanguy, merci Aurélien. C'était super de faire cet épisode avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.